Les ministres, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit très justement au début de notre débat, la situation internationale est grave, vraisemblablement la plus critique depuis 1945, et ce qui se joue actuellement ne concerne pas simplement l'Ukraine, mais bien toute l'Europe, et donc la France et la sécurité des Françaises et des Français. Ce qui se joue, Monsieur le Premier ministre, c'est notre capacité à garantir notre sécurité, notre indépendance et notre souveraineté, et donc à assurer à nos enfants qu'ils pourront vivre sur un continent libre, en paix et prospère, tel que nous le connaissons. Pour cela, les dirigeants européens devront prendre des décisions à la hauteur de la situation, car nous parlons d'un enjeu de vie ou de mort. Vous l'avez parfaitement expliqué, la plupart des forces de ce Parlement aussi, et je m'en félicite. Mais au terme d'un débat d'une telle importance, nous ne pouvons pas faire comme si certaines voix ne s'étaient pas prêtées à ce que je qualifierais d'être une forme de trahison. Madame Le Pen, ce n'est pas nouveau, vous avez eu les mots les plus durs et les plus forts contre la France et contre l'Europe, et à aucun moment contre la Russie de Vladimir Poutine qui mène une guerre brutale, totale, massive, depuis maintenant plus de 3 ans en Ukraine, voire même 10 ans, si nous regardons ce qui se passe dans le Donbass et en Crimée. Et je crois que refuser l'aide à l'Ukraine, comme cela a pu être dit à travers des mots couverts, ce n'est pas favoriser la paix, ou s'opposer à la construction de la défense européenne, ce n'est pas là aussi favoriser la paix, c'est créer les conditions de l'abandon de l'Ukraine et donc de son effondrement, et demain de créer les conditions de nouveaux conflits sur le continent européen. Et donc, dans ce moment, évitons de propager de fausses informations, de distiller des mensonges sur ce que le président de la République aurait dit sur la dissuasion nucléaire française, parce que nos alliés nous écoutent et nos concurrents et nos adversaires également. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, nous avons entendu ces derniers jours beaucoup de discours mettant sur le même plan l'agresseur et l'agressé. Or, nous le savons, l'Ukraine n'est pas attaquée pour ce qu'elle fait. Elle n'agresse ni ne menace personne. Elle est attaquée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un pays libre, démocratique, ouvert et qui a fait le choix de se tourner vers l'Europe. Et aujourd'hui, il est très clair que cette guerre qui est menée de manière brutale, au fond, est une guerre contre l'Europe, contre ceux qui fondent notre identité d'Européens, et que le dirigeant russe qui la mène ne s'arrêtera pas à l'Ukraine si nous ne l'arrêtons pas maintenant. Voilà pourquoi nous devons, aussi longtemps que nécessaire, assistance et reconnaissance au peuple ukrainien pour son courage, pour le sacrifice et le sang versé. Et à l'heure où la nouvelle administration américaine menace de suspendre son soutien à son égard, il nous revient d'intensifier à notre tour le nôtre, car nous savons bien, la paix en Europe passe par une paix durable, fiable et solide en Ukraine. Dans ce contexte, l'Europe n'a pas d'autre choix que celui de la puissance, car à Munich, puis à la Maison-Blanche, nous avons vu la relation transatlantique se fracturer. Nous avons besoin d'actions courageuses maintenant, et le Conseil européen de ce jeudi doit être celui de décisions historiques. La première urgence, c'est évidemment de bâtir rapidement, et quoi qu'il en coûte, un plan d'aide militaire à l'Ukraine pour éviter son effondrement suite au revirement américain. Et dans cette optique, il faut très sérieusement travailler sur la saisie des avoirs publics russes gelés. Ce sont 209 milliards d'euros, et les affecter, si possible, au soutien à la résistance ukrainienne. La seconde priorité doit être de faire maintenant l'Europe de la défense que le président de la République défend depuis 2017. Le moment est propice, nos partenaires européens y sont prêts, l'Allemagne en tête. Mobilisons en commun les financements, comme nous avons su le faire au moment de la crise Covid. Travaillons à un grand plan d'investissement qui permettrait de lancer des programmes militaires communs et de renforcer nos armées et nos équipements militaires. Et il est clair que le contexte actuel exige un effort massif de chacun des États membres et qu'il faudra remonter nos budgets de défense dans tous les pays de l'Union européenne. Mes chers collègues, nous assistons à la fin d'un monde et nous devons immédiatement passer aux actes pour rendre notre Europe capable d'assurer sa défense, sa sécurité et son autonomie stratégique. Sans une défense européenne commune, l'Ukraine s'effondrera tôt ou tard, et si nous faisons preuve de faiblesse et de désunion, la Russie continuera de tester notre détermination et notre capacité à riposter. Et si nous sommes attentistes, nous l'encouragerons à étendre ses ambitions sur d'autres parties du continent européen. Nos opinions publiques l'ont parfaitement compris, depuis la sidérante mise en scène qui consistait dans le fameux bureau ovale à humilier le dirigeant d'un État européen souverain, courageux, infatigable, qui tente de sauver son pays. En défendant l'Ukraine, nous défendons la liberté de l'Europe, la démocratie libérale, humaniste, respectueuse de l'état de droit et de la démocratie.
Il n'est pas trop tard. Soyons unis, résolus, déterminés, et nous y arriverons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.